19e siècle. On en arrive au 19e siècle où, effectivement, l'Empire russe commence à s'étendre un peu comme Jaja. Comme Jaja. Et les Britanniques commencent également à exercer une grande influence en s'étant notamment installés en Inde et en commençant à remonter. Et c'est là où on arrive à quelque chose qui s'appelle le Grand Jeu. Et le Grand Jeu se passe où ? En Asie centrale et en Afghanistan. On en arrive à cette grande rivalité d'influence et effectivement l'Empire russe, puisqu'à l'époque on parle de l'Empire russe, s'étend petit à petit en Asie centrale. Alors évidemment qu'il y a un côté violent, mais on est aussi dans une logique de... par exemple au Kazakhstan, c'est une des Jouzes qui a demandé la protection. Jouzes ? Voilà, alors les Jouzes, c'est ce qu'on peut considérer comme une tribu. D'accord. Ça existe encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est... Bon, dans le cas du Kazakhstan, mais bon, après, tout ne s'est pas fait, bien sûr, dans la paix et la joie et la bonne humeur. Mais du coup, l'Empire russe commence petit à petit à grignoter un petit peu de terrain. Et à exercer son influence dans cette région-là. D'accord. C'est ça. À part quelques petites entités, et notamment l'émirat de Bukhara, Bukhara étant aujourd'hui en Ouzbékistan, où il y avait encore un émir jusqu'à l'avènement de l'Union soviétique. Ok, ah oui, voilà. D'accord, ok. Donc, l'Asie centrale fait partie entièrement de l'Empire russe, à partir de la fin du 19e siècle, même un petit peu avant, la fin du 19e siècle, et... Les autorités décident du coup de diviser cet espace très très vaste en plusieurs entités territoriales. D'accord. Voilà. Au doigt mouillé. Un peu. Il n'y avait pas vraiment de. Est-ce qu'ils ont fait comme en Afrique parfois pour la division des territoires? Oui, on va dire qu'on est un petit peu dans ce registre-là, puisque bien que le colonialisme russe soit un peu différent du colonialisme occidental, on est quand même toujours dans la même logique. Des colonies de peuplement, est-ce qu'on envoyait des populations quand même à l'influence de la culture slave, ou c'était plus de loin depuis Moscou, ou c'était juste des gens à la solde de... Alors, c'était un peu un mélange de tout ça, pour faire simple. Mais c'est vrai que les frontières n'ont jamais eu vraiment de réalité. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, on en est là. Donc, on divise en Ouzbékistan. Pas encore. Ah. Pas encore. On divise en plusieurs entités, dont le Kazakhstan qui s'appelait le gouvernorat des steppes, ce que je trouve très mais c'est même pas le Kazakhstan, c'est le nord du Kazakhstan qui a empiété un petit peu sur un peu du territoire de la Russie actuelle. D'accord. Et donc c'est tout un joyeux géographique, géopolitique, ok. Et avec donc du coup là on est du coup sur la plupart du temps, on est sur des gouvernorats, donc du coup, évidemment, comme dans le colonialisme occidental, on est sur un vaste espace qui est dirigé du coup par un gouverneur. Ouais. Mais il y a cette fameuse, notamment, entité de l'émirat de Bukhara, où du coup, qui n'a pas été pris par l'Empire russe, où là, c'était encore un émir qui régnait avec... de façon indépendante. De façon à peu près indépendante. Il essayait de faire ce qu'il pouvait, entouré par... Exactement. D'accord. Donc en 1917, voilà. Le tsar, la famille impériale tombe. Exactement, la famille impériale tombe, puis ensuite on tombe du coup dans ce qu'on peut qualifier de guerre civile entre l'armée rouge et l'armée blanche. Ouais. Du coup, l'armée rouge étant les défenseurs du communisme à venir et l'armée blanche étant les défenseurs du tsar, malheureusement, enfin, peu importe les points de vue, mais a priori, il est voilà. A priori, il est mort. Voilà. Et il y a un grand remaniement territorial et politique, du coup, à partir de 1921, quand l'Union soviétique est déclarée que c'est l'armée rouge qui a gagné cette guerre civile. Et cela va se voir, du coup, au niveau du découpage territorial en Asie centrale, où là, on va changer une première fois les frontières. Parce que je dis une première fois parce qu'on va les changer plusieurs fois, ces frontières. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, en 1923, on est face à 4 entités territoriales. Okay. On est face à ce qu'on appelle la République socialiste soviétique autonome de Kirghizie, qui correspond... Autonome, à chaque exactement. C'est très... qui correspond, même si ça s'appelle Kirghizie, qui correspond à peu près à l'actuel territoire du Kazakhstan.
Ok. C'est un peu casse-tête, tout ça. Ça s'appelle Kirghiz, mais c'est le Kazakhstan, ok. Exactement. Ensuite, donc, en plus de celle-ci, on a la République socialiste soviétique autonome du Turkestan, qui est, en plus, il va falloir voir la carte, mais qui est divisée au milieu avec les 2 autres entités territoriales. C'est hyper vaste et ça comprend une partie du Kazakhstan actuel, le Kyrgyzstan, une partie du Turkménistan actuel, et on est déjà bien. Oui, il y a quand même aussi une petite partie de l'Ouzbékistan, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est cadeau. Voilà. Ensuite, comme je parlais de ce fameux émirat de Boukhara, il a été pris par les soviétiques. Ah, d'accord. Entièrement. L'émirat est tombé aussi. Exactement. Là-bas, on en garde un sacré souvenir. Quand j'ai fait mon terrain de recherche, je suis justement allée à Boukhara, et il y a tout un centre qui veut mettre un petit peu de la lumière sur ce qui s'est passé lors de la prise de l'émirat de Boukhara, qui était un émirat qui présente comme très avancé. Il y avait des canalisations depuis très longtemps, etc. Et en fait, les soviétiques... Très moderne, très... Voilà, c'est ça. D'accord, les soviétiques, c'est ça. Et les soviétiques sont arrivés, ont un peu bombardé le tout, et sont arrivés et ont pris du coup l'émirat. D'accord. Cet émirat, il se transforme en une république populaire. Qui reprend à peu près le territoire de l'émirat, et qui est, en 1923, en cours d'intégration au sein de l'Union des républiques soviétiques socialistes. Donc voilà, on a cette république populaire, et ensuite on a une république socialiste soviétique, pas autonome, une république socialiste soviétique de Khiva. Khiva, oui, qui était également un ancien émirat, qui est en cours, comme l'émirat de Boukhara, qui est en cours d'intégration au sein de l'URSS, mais qui, elle, a eu l'opportunité d'être une RSS à part entière et de pas être autonome, et du coup de dépendre directement de... Ah, c'est ça la différence, d'accord. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai pas fait la différence, mais du coup, on est sur des... entités politiques. C'est ça. On va faire juste les abréviations. RSS, République socialiste soviétique, du coup à part entière, qui a son soviet, qui a son ministère des Affaires étrangères, son drapeau, sa langue, etc. Ok, donc presque déjà un État-nation. Voilà. Mais bon, qui a allégeance à Moscou quand même. Oui, évidemment. Mais qui est un pays... à peu près constitué. Voilà. Ok. Exactement. Et par contre, les autres, non. Et ensuite, on parle du coup des RSSA, République socialiste soviétique autonome, qui dépendent du coup d'une RSS à part entière. D'accord. En 1923, c'est le cas du coup de la Kirghizie, je répète, qui est le Kazakhstan actuel. Mais c'est pas grave, ça s'appelle la Kirghizie quand même. Qui est bien sûr du coup rattaché à la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Blablabla. Ok. Voilà. Et c'est pareil du coup pour la RSSA du Turkestan. Donc là, on est en 1923. Ok. Et bah, un an plus tard. Les mecs, ils étaient pas satisfaits. Pas du tout. Du découpage, ils se sont dit, on va complexifier les gars, c'est parti. C'est ça. Et ensuite, du coup, en 1924, on retrouve cette fameuse RSSA de Kirghizie, mais qui a pris un sacré bout de territoire qui, du coup, ressemble plus ou moins au Kazakhstan actuel. Ok. Voilà. Toujours Kirghizie, mais exactement. Ok, toujours. Mais ce qui est assez important, c'est que la capitale de la Kirghizie à cette époque-là, c'était Orenbourg. Orenbourg, aujourd'hui, est en Russie. Ah oui. Oui. Ah bah oui. Bah, ça montre bien quand même la mouvance des frontières. C'est ça. Ah oui, non mais d'accord. Ensuite, on va tomber sur une nouvelle entité qui s'appelle l'Oblast autonome. Ah, les oblasts, là oui. Voilà. Ah, je me souviens quand j'ai étudié la Russie, les oblasts, c'est des villes... c'est des régions. Des régions, ouais. Voilà, okay, qui sont oblast, autonomes, donc qui sont rattachées à une RSS, etc. Okay. Donc, le Kyrgyzstan actuel devient un oblast autonome qui s'appelle la Kara-Kirghizie. Ok. Les mecs, c'est pas compliqué voilà, en plus. Qui est rattaché à la Russie. D'accord. Alors que c'est quand même un peu loin, hein. Mais c'est quand même rattaché à la Russie. Yeah. Ensuite, on a l'oblast autonome de Karakalpaki. Mon Dieu, voilà. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, du coup, la Karakalpaki, aujourd'hui c'est le Karakalpakstan, c'est une région autonome aujourd'hui
au sein de l'Ouzbékistan, mais à l'époque rattaché à la Russie, et culturellement beaucoup plus proche du Kazakhstan que de l'Ouzbékistan. D'accord. Voilà. Ensuite, ce qui, en 1923, était le Turkestan, devient 2 entités autonomes. Donc, autonomes, même à part entière, puisque là, on arrive à la constitution de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Ah, elle apparaît. Elle apparaît. Elle arrive. Et c'est la première à être une république à part entière en Asie centrale. Ok. Ensuite, on a l'oblast autonome du Tadjikistan qui correspond vraiment aux frontières actuelles. Du Tadjikistan. Voilà, mais qui est rattaché à l'Ouzbékistan. Ah, ça fait partie de l'Ouzbékistan, le Tadjikistan dans ce découpage-là. Voilà, dans ce découpage-là, exactement. Okay. Et ensuite, alors non, j'ai dit des bêtises, il y a 2 RSS à part entière, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Ok. Qui a à peu près les mêmes frontières, mais qui a été un peu amputé au nord. Mais bon, ça les retrouvera après. Ensuite, peu plus 12 ans plus tard, on arrive au découpage territorial de 1936 qui va quand même un peu changer les choses parce qu'on arrive un peu plus au territoire actuel des pays. Ok. Du coup, 1936, on est déjà sous Staline, et donc là, on arrive vraiment à la politique des nationalités. Donc du coup, il faut que chaque territoire ait un État-nation, voilà. en fait. Il faut que ce soit un État-nation. C'est ça, un État-nation avec... un peuple, une langue, c'est ça. Une culture, ok. C'est ça, et mais en empiétant un petit peu sur... en faisant en sorte que ça ne devienne pas trop non plus des États-nations très viables et que, et que ça reste quand même assez... On va laisser quelques petits groupes problématiques, comme ça on est sûr qu'il y aura toujours un peu de poil à gratter. Voilà. Exactement. Donc, on a quelques petits changements. La République socialiste soviétique autonome de Kirghizie devient enfin une République socialiste soviétique à part entière du Kazakhstan. Ça y est, ça prend son nom actuel. D'accord. Voilà. Mais le Kirghizistan, non, c'est le Kirghizistan, l'autre pays qui existe, ou le Kirghizistan? Alors, les deux se disent. En fait, ça s'écrit Kirghizistan, mais on dit Kyrgyzstan. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et donc ça bouge dans une autre partie, du coup, le Kirghizistan. Alors, en fait, c'est parce que avant la Kirghizie, c'était le Kazakhstan. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que, en fait, ce qui s'appelait Kirghizie devient Kazakhstan. D'accord. Et ce qui était Kara-Kirghizie devient Kyrgyzstan. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui. Oui. Non, mais voilà. tout est très simple. Tout est très simple. Mais c'est surtout, en fait, ce qui est assez intéressant avec ces histoires de frontières, même si on passe pas mal de temps là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit un petit peu de l'artificialité, en fait, du cadre qui a été donné. Puisque là, on voit même qu'un pays qui s'appelle aujourd'hui Kazakhstan, en fait, il y a 100 ans, s'appelait Kirghizie. Alors que son pays voisin s'appelle Kyrgyzstan aujourd'hui, on voit que c'est quand même un petit peu... on essaie de... Et on comprend l'intérêt de réfléchir à l'idée de comment on se construit comme État indépendant quand on est issu de... un jour t'es comme ça, un jour t'es un oblast, un jour tu fais ci, un jour t'as ce bout de terrain et puis le lendemain tu l'as perdu. Et puis en fin de compte, tes populations... ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter un petit peu là pour les frontières de 1936, sachant que Orenbourg est passé en Russie. Ah, et retourné à la maison. Ok. Et ne fait plus partie du Kazakhstan. C'est assez important parce qu'il y a quand même... En fait, tout ça, toute cette mouvance de frontières, ça engendre évidemment un besoin de se recréer une identité nationale sur un cadre territorial qui a été imposé par une puissance extérieure. Mais ce qui est assez important, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2023, ça pose des problèmes entre les pays voisins parce qu'il y a des revendications territoriales. Ouais. Voilà. C'est ce que c'était ma question. Comment ils s'entendent tous entre eux? Parce que mine de rien, vu on a l'impression tous fait partie les uns des autres à un moment donné. Exactement. Comment ça se passe maintenant qu'il y a des vraies frontières avec des vrais pouvoirs dans chacun, parfois autoritaires, parfois, je dirais pas dire démocratique, mais plutôt autoritaire dans cette zone-là. Qu'est-ce que ça engendre à l'heure actuelle? Alors, ils s'entendent bien? Alors,
dans un esprit... Alors, vu qu'on est quand même dans une région Enfin, c'est une région enclavée, il n'y a pas d'accès direct à la mer. Effectivement, il faut qu'il y ait une certaine solidarité entre ces 5 pays d'Asie centrale qui sont méconnus, qui n'attirent pas énormément d'investissements étrangers. Mais bon, ça, c'est à nuancer parce que le Kazakhstan commence quand même à largement monter à ce niveau-là. Mais il y a, du coup, après 1991 et la chute de l'Union soviétique, une volonté de s'accorder sur les frontières, ce qui a été fait, du coup, entre la plupart des pays, mais résiste une poche où on ne sait pas trop. C'est la vallée de Fergana. Ah oui, que j'ai découvert, j'avais jamais entendu parler. La vallée de Fergana, d'accord. Alors en fait, la vallée de Fergana, c'est une vallée au sein d'une région extrêmement montagneuse qui est divisée entre 3 pays centra-asiatiques. Ah oui, d'accord, ok. Qui est divisée entre l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Ok. Ça a engendré des conflits entre ces 3 pays. Puisque, évidemment, on est aussi sur des populations très agricoles. Okay. Et du coup, au niveau des pâturages, en fait, ça ne respecte pas forcément le tracé des frontières qui a été fait après 1991. Et ça pose énormément de problèmes. Oui. Là, dernièrement, d'ailleurs, en 2022, il y a eu des affrontements meurtriers entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan à la base de problèmes de pâturage entre agriculteurs. Et en fait, ça s'est terminé au drone Bayraktar. Oh mon Dieu, d'accord, ah ouais, les mecs... d'accord, voilà. Ok. Voilà. Et aussi, avec l'Ouzbékistan, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des frontières dans cette vallée sont minées. Ah. Voilà. Oui. Et donc, du coup, ça pose aussi des problèmes parce qu'il y a des gens qui marchent sur les mines. Et c'est bien. Même s'il y a un effort de déminage qui a été fait, notamment parce que l'Ouzbékistan s'est mis dans une vraie dynamique de normaliser ses relations avec les voisins, mais ça pose encore quelques soucis. Ouais, on imagine bien. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie sur... c'est le point d'achoppement, c'est le point d'affrontement qui résiste encore à ces questions de... Ouais. En lisant ton mémoire, il y a aussi certaines villes aussi qui ont été données, qui font partie d'identité, notamment je crois Samarcande, qui est en Ouzbékistan, et qui par contre est à population majoritairement... Alors, population plutôt langue, voilà, d'accord, majoritairement tadjik. Parce que ça, c'est vrai que c'est aussi une distinction que je n'ai pas faite, mais le Tadjikistan est le seul pays dont la langue descend du perse. D'accord. Voilà. Donc, les autres langues, voilà. Exactement. Alors que les autres langues descendent vraiment, c'est ce qu'on appelle, descendent du turc. C'est des langues turciques. Voilà. Okay. Donc petite parenthèse. Le perse et le. Voilà. Okay. Exactement. Okay. Donc effectivement, il y a certaines villes qui ont été données à l'Ouzbékistan pendant l'époque soviétique, mais qui sont à marge, ce qui est un peu problématique parce que du coup ça fait partie d'une histoire nationale puisque Samarcande est une ville qui est millénaire, qui a énormément d'histoire, énormément de racines et du qui attire beaucoup de gens aussi, de touristes et de l'argent. Oui. Aussi, translation. Donc ça a été un point aussi de... Ça a été un point de tension étant donné que le Tadjikistan est un des pays les plus pauvres du monde qui est en proie à une... Enfin, disons que il y a eu une guerre civile à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique qui a été très, très, très dévastatrice pour le pays. Et du coup, en fait, ça cristallise les tensions entre du coup, ces deux États puisque du coup, il y a une partie de l'histoire nationale le Tadjikistan considère qu'il y a une partie de son histoire nationale qui a été raflée par l'Ouzbékistan, alors que l'Ouzbékistan considère que non, c'est son histoire nationale. Et même si les populations parlent majoritairement tadjik dans sa ville en Ouzbékistan. Oui. Ok. D'accord. Bien compliqué. C'est hyper compliqué tout ça, mais c'est passionnant. C'est absolument